Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Fotorino, bonsoir Monsieur Deloire. Il est toujours difficile de lier deux parcours, deux histoires, deux trajectoires aussi singulières que distinctes. Ainsi, j'avais d'abord pensé au journalisme comme possible dénominateur commun. Hélas, messieurs, le constat actuel de la profession est plutôt inquiétant. Entre Burkini, Macronkini, Trump et conneries à gogo, Welcomery et Pokémon Go, primaire maladroite de gauche à droite, tout fout le camp. Rien ne va plus. Le tourbillon médiatique est catastrophique. La quantité a pris le pas sur la qualité. Tout tourbillonne, tout, ça tourne. Peu importe le contenu. Les thèmes tournent en rond, les clichés en boucle, les politiciens kazakhs et les citoyens en bourrique. Attention, l'heure tourne également. Mais la page ne se tourne pas. Résultat, l'information tourne court ou tourne mal. Et oui, messieurs, le journalisme a changé. Monsieur Fotorino, bien loin de cet enfermement médiatique version 1984, c'est à Libération, en 1984, que vous débutez en tant que pigiste. Vous connaissez ensuite plusieurs journaux, avant de vous lier avec celui qui constituera votre quotidien pendant 25 ans, Le Monde. Pour votre part, monsieur Deloire, vous avez longuement hésité entre trois professions plus ou moins similaires. Journaliste, évidemment, haut fonctionnaire et astrophysicien. En 1996, alors diplômé d'une modeste école de commerce située à Cergy-Pontoise et dont je tairai le nom, vous êtes sur le point de vous engager avec les forces armées de l'ONU à Sarajevo. Vous évitez de justesse la balle sur le casque bleu avant de vous en tirer une dans le pied, en devenant analyste financier pour TF1. Finalement, vous parvenez à vous extirper dans l'ennui immense que constitue à vos yeux la comptabilité. Vous continuez à TF1 par de la prise de son, puis par de la prise de sens. Votre carrière journalistique est alors définitivement lancée. Pendant 9 années, vous travaillez ensuite pour l'hebdomadaire Le Point, en enquêtant, interrogeant, questionnant sans cesse la société, la politique et la justice. Ainsi, si vous êtes un homme du point, vous avez mis un point d'honneur à ce qu'il ne s'agisse pas d'un point final, mais d'un point d'interrogation, laissant toujours le débat ouvert. Monsieur Fotorino, mon billet paraît bien fade en comparaison de vos 2000 textes écrits pour Le Monde, ces éditos qu'on édite tard, ces brouillons de culture, ces ratures réussies. Vous êtes de ces trop rares journalistes qui ont fait de notre monde un journal et de votre journal un monde. Tous les deux, vous avez fini par vous éloigner de votre métier de cœur, tout en restant attaché à votre cœur de métier. Ainsi, monsieur Deloire, lorsque le Centre de formation des journalistes, le CFJ, vous contacte en 2008, vous n'hésitez pas. L'opportunité de passer de l'information à l'information vous séduit. Votre journalisme fera littéralement école. 4 années durant, vous transmettez votre vision de la profession. Un journaliste ne doit pas arranger les faits, mais déranger les méfaits. Cette quête de vérité, vous l'avez poursuivie lors de votre nomination à la tête de Reporters sans frontières. Depuis 2012, à RSF, vous agissez, vous alertez, vous condamnez. Multiples sont les lieux et les régimes où la liberté d'expression souffre. L'Iran de Rouhani, le Cuba de Castro, la Russie de Poutine. En somme, la routine. Mais on trouve également la France. La France a une triste 46e place. Le pays des droits de l'homme, peut être devenu pays étroit de l'homme, en raison de sa concentration médiatique dangereuse. Monsieur Fotorino, cette concentration médiatique, vous la connaissez malheureusement bien mieux que quiconque ici. En effet, BNP, non pas la banque, mais le triumvirat d'investisseurs Berger-Niel-Pigas, débarque au Monde fin 2010 et salue vos 25 années de bons et loyaux services en vous remerciant. En 2014, désormais loin de ce triste monde, ce triste nouveau monde même, vous prenez part à la création de l'hebdomadaire Le 1. Avec un seul et unique sujet par semaine, il s'agit d'un véritable OPNI, objet de presse non identifié. Cet origami informatif détonne, 84 cm d'envergure qui se plie, se replie, se déplie, se démultiplie. Un authentique arrêt sur image, une pause devenue trop rare au sein de ce trop-plein médiatique souvent vide de sens. Mais finalement, au-delà des similitudes, des différences, des pérégrinations et des aléas, vous êtes tous deux, messieurs Deloire et Fotorino, habités par cette irrépressible envie d'écrire. Monsieur Deloire, vous aimez la précision,
la justesse, la justice, au point d'écrire vous-même votre page Wikipédia. Vos livres ont connu un important succès, avec des titres parfois racoleurs, à l'image de l'aguichant Sexus Politicus ou de l'effrayant Les islamistes sont déjà là, enquête sur une guerre secrète. Vous observez, analysez notre société et ses impairs. Impair, le père, c'est cette cause, cette absence et cette douloureuse recherche qui a longtemps nourri votre écriture, monsieur Fotorino. Mais il y a également eu vos pères, vos semblables, ceux qui vous ont accompagné durant votre long tour du monde. Pour terminer, une situation étant toujours plus efficace qu'un long discours, je me permets de vous citer, monsieur Fotorino. Dans le mot écrire, il y a toutes les lettres du terme crier. Pour moi, écrire, ça a été crier, crier que je ne savais pas qui j'étais. La nature faisant bien les proses, j'ajouterais même qu'au sein du terme écrire, il y a aussi votre prénom, Éric. L'écriture comme repère, l'encre devenue encre, l'écriture comme remède, les mots contre les mots. Messieurs, peut-être vous chercherez-vous encore à travers l'écriture et ses méandres. Mais messieurs, n'ayez crainte. En vous cherchant, en vous recherchant, vous nous avez permis de nous retrouver et de nous y retrouver. Merci à vous, messieurs Fotorino et Deloire. Merci à tous d'être si nombreux et bonne conférence. Messieurs, le secteur médiatique a connu de profonds bouleversements structurels, à travers notamment l'évolution du rapport à l'information dans notre société. Je pense notamment à l'apogée des réseaux sociaux, qui fait qu'aujourd'hui, tout citoyen peut se rêver en journaliste, ou encore aux turbulences du marché de la presse écrite, qui a connu des crises, comme nous le verrons. Mais donc ma question est assez simple. Qu'est-ce qu'un journaliste au XXIe siècle ? C'est simple, hein. Bon, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bravo pour cette présentation, hein. Je pense, Christophe, on a été très impressionnés. On a eu l'impression de retrouver un confrère, hein, qui faisait comme ça des jeux de mots et en même temps des jeux de mots qui avaient du sens. Donc c'était très, très fort. Alors, bon, j'ai pris la parole, j'aurais pas dû, hein, parce que je pense, Christophe, je t'aurais suivi après, je t'aurais emboîté le pas, mais bon. Je vais essayer de commencer à répondre, ça va être comme un cadavre exquis, on va se le passer, on va le continuer l'un et l'autre. Mais être un journaliste au XXIe siècle, c'est précisément, de mon point de vue, c'est revendiquer une singularité, parce que vous l'avez dit, tout le monde peut être journaliste, en tout cas peut donner l'impression qu'il est journaliste, parce que avant les médias, jusqu'à l'arrivée d'Internet, c'était un vers tous, mais ce n'était pas de tous vers tous. Et effectivement, l'explosion du numérique, des blogs, des réseaux sociaux, l'arrivée de cette miniaturisation de l'information avec les portables, tout ça a fait qu'effectivement, chacun peut à un moment donné donner son avis, peut, s'il est témoin d'un fait, d'un événement, en faire part à toute sa communauté. Et on verra d'ailleurs, c'est un peu, mais c'est à l'ordre du jour en ce moment avec les bulles de Facebook qui nous isolent finalement plus qu'elles nous font partager l'information en général. Je crois que le journaliste du XXIe siècle est celui qui se singularise dans le sens où il a encore le sens de la hiérarchie, de l'enquête, de la vérification. Quand je dis de la hiérarchie, c'est-à-dire de distinguer entre une information très importante et une information importante, et une information qui, comme disait Guy Debord, est de l'ordre de l'insignifiance. Et on voit bien aujourd'hui que l'information qui nous vient d'autres réseaux que ceux des journalistes est souvent une montée de l'insignifiance. Et donc je pense qu'être journaliste aujourd'hui au XXIe siècle, c'est pas tant écrire plus, c'est pas tant plus communiquer, c'est d'une certaine manière faire la part entre le vrai et le faux, entre l'important et le moins important ou le pas important du tout. Et c'est effectivement dans cette espèce de magma d'informations et aussi de faits qui sont présentés comme de l'information, comme étant de l'information, eh bien arriver à donner du sens dans cet immense non-sens. Je vais commencer par faire quelques remerciements. Désolé, et je reporte
la réponse à votre question. D'abord, merci à Tanguy, qui a fait preuve d'une belle qualité journalistique là à travers une introduction qui pourra être, j'espère, podcastée, enfin en tout cas qui a tout le talent pour s'exprimer sur une radio. Merci à lui surtout d'avoir insisté, ce qui pour moi est une des plus grandes qualités journalistiques, c'est qu'il m'a passé 15 textos par jour et coups de fil, et qui fait partie de ces gens à qui on finit par répondre juste pour qu'il ne sature plus la boîte vocale. Je suppose que les membres de l'association le remercient moins de les avoir obligés à porter des cravates ce soir, mais peut-être à l'avenir, y aura-t-il plus de souplesse dans l'uniforme vestimentaire. Je voudrais vous remercier tous d'être là, remercier Ghislain Deslandes d'avoir contribué à remplir la salle. J'avais, en tant que directeur du CFJ, avec Ghislain, contribué à la création d'un partenariat entre le CFJ et l'ESCP, et dont j'ai le bonheur de savoir qu'il existe toujours avec donc le Master Média. Et puis merci à vous tous. J'ai l'impression que ce soir, vous êtes 10 fois plus que l'an dernier pour François Bayrou, donc c'est déjà une grande victoire pour le journalisme. C'est fini comme introduction. Il se trouve que cette question que vous posez, je vais vous raconter un peu ma vie, je me la suis posée, c'était jeudi exactement, j'étais à New York, où Reporters sans frontières, à l'ONU, mène une grande campagne depuis un peu plus d'1 an, pour que soit nommé un représentant spécial sur la sécurité des journalistes. On avance beaucoup, là il commence à y avoir des États qui nous soutiennent, je suis allé voir Ban Ki-moon en juin, j'ai vu une ribambelle de hiérarques de l'ONU en quelques mois, et les choses avancent bien. Et quelqu'un fait un papier dans la presse à la veille d'une réunion la semaine dernière en disant c'est bien beau ce projet de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU sur la sécurité des journalistes, mais qui va-t-il défendre? Qui va définir qui sont les journalistes? J'étais presque tétanisé en me disant mince, comment on va les définir? Et parce que pour moi, il n'y a pas de définition de ce qu'est un journaliste. En France, il y a une définition de droit du travail. Il n'y a pas d'autre définition de ce qu'est le journaliste. Il y a une allusion à ce qu'est un journaliste dans la loi dite Dati sur la protection des sources. Mais en gros, juridiquement, il n'y a pas d'autre définition. Au fil de l'histoire, depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la seconde partie de l'article 19 est sur la collecte, le traitement, la diffusion des informations, et donc fait référence au journalisme, il n'y a jamais eu de définition internationale de ce qu'est un journaliste. Aujourd'hui, il semble évident que le rêve du tous journaliste, d'il y a quelques années, a vécu. Que tous ceux qui ont vu de très très nombreux journalistes citoyens se sont rendus compte que pour une part, certains étaient dans un rapport au réel, qui est un rapport de grande subjectivité, et que le journalisme, c'est pas simplement l'incarnation ou l'exercice professionnel de la liberté d'expression. Qu'être journaliste, ça suppose des méthodes, ça suppose des règles d'honnêteté, d'éthique, et puis avec les mêmes outils que tous ceux qui font de la diffusion d'informations, un cadre d'indépendance. Alors, soyons clairs, tous ceux qui sont journalistes professionnels, en France ou ailleurs, ne respectent pas toujours à merveille, ne collent pas parfaitement à cet idéal. Mais c'est ça, sans doute, un journaliste. Et de plus en plus, là, semble-t-il, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de la propagande. Les réseaux sociaux, qui sont un formidable outil, pardonnez-moi ces banalités, mais d'ouverture du débat, contribuent aujourd'hui à ce que soit porté de manière extrêmement facile par des groupes religieux radicaux, par des États, par des groupes de médias à la solde de certains États, des propagandes, de l'information soit sous la dictée ou de l'information sponsorisée par l'intérêt. Et on entre dans un monde qui est finalement extrêmement dangereux, c'est que l'expression y est plus, et la liberté d'expression d'une certaine manière plus vaste que jamais, mais que le journalisme qui incarne la partie de la liberté d'expression qui est attachée à la vérité, avec un petit V pour ceux qui s'offusqueraient, est en grand danger pour des raisons très multiples qui vont de la permanence des exactions de la liberté de la presse, mettre des journalistes en détention, les tabasser, etc., qui malheureusement ne régressent pas, à de nouveaux modes de contrôle, qui sont notamment un contrôle évidemment par l'argent,
Et à cet égard, et c'est nouveau pour Reporters sans frontières, on vient de publier un rapport sur les oligarques font leur shopping dans les médias. Ça n'est pas seulement le cas en France, loin s'en faut. Et il y a des cas bien pires que ceux de la France. C'est le cas quand on regarde en Inde, c'est le cas en Turquie. On reviendra sans doute sur la Turquie. On met des journalistes en détention, mais on les met aussi, et à travers eux le public, dans des prisons invisibles, à travers le rachat par des amis politiques d'Erdogan. C'est le cas en Chine. C'est le cas, en fait, dans des pays très dissemblables, des dictatures ou parfois des démocraties, de manière très différente. Et jamais je ne renverrai dos à dos dictature et démocratie. Et donc, sans doute, on est dans une période où la nécessité de définir un journaliste, elle devient de plus en plus grande. Alors, pour lever toute ambiguïté, à aucun moment je ne considère qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui doit avoir sa carte, en faire son métier. C'est une fonction sociale, le journalisme, et qui peut tout à fait être exercée, et qu'il est parfois mieux encore que par des journalistes classiques de profession, exercée par des non-professionnels. Mais aujourd'hui, une organisation comme RSF a tâtonné sur les notions de blogueur, de net citoyen, etc. Mais un blogueur, ça recouvre des réalités très différentes. Ça peut être quelqu'un qui est stipendié par le Kremlin, comme quelqu'un qui fait vraiment son boulot honnêtement, qui juste ne fait pas ça toute la journée ou n'en vit pas matériellement. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est voilà, les trois critères, règles d'honnêteté, méthode, indépendance. Monsieur Fautorino, vous avez parlé du journaliste comme un donneur de sens. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas juste l'héritage d'une vision assez romantique ? Et aujourd'hui, le journaliste ne se heurterait-il pas à une réalité plus économique et aux attentes justement d'une société, à une place différente dans cette société où l'économie prévaut sur le sens ou le politique ? Je ne sais pas si c'est romantique de vouloir donner du sens et de... Bien sûr qu'on n'est pas dans un monde sans intérêt, au contraire, c'est un carrefour d'intérêts multiples. À chaque fois que vous êtes confronté à un pouvoir, quel qu'il soit, il y a toujours la tentation de ce pouvoir de vous détourner de ce qui est votre quête journalistique. L'information, ça se vole, ça se prend, ça se conquiert, c'est pas quelque chose qui nous est donné, ou quand ça nous est donné, effectivement, c'est souvent un petit peu suspect. Ça veut dire qu'on essaie de donner aux journalistes une bonne image, une bonne manière de parler de ce qu'on fait, quel que soit le pouvoir, encore une fois. Alors, le romantisme, vous savez, ça a été rappelé tout à l'heure par Tanguy sur mon parcours au Monde, les 25 ans. Et lorsque je suis arrivé au Monde, c'était en 1986, c'était un journal qui est né en 1944, qui a été créé par Hubert Beuve-Méry. Et Beuve-Méry avait... une sorte d'ascétisme qui est assez réputé. Certains disaient même du radinisme. Mais on ne pouvait pas se faire inviter à déjeuner, on ne pouvait pas fréquenter les puissants. En tout cas, on ne pouvait pas être, d'une manière ou d'une autre, leur obligé. Une éthique ? C'était une éthique qui allait assez loin avec lui. Et pour lui, le journaliste était un loup maigre qui devait faire par ses propres moyens et surtout toujours garder une distance. Et la distance, c'est vraiment l'art du journaliste. À quelle distance êtes-vous ? Quelles sont vos frontières ? Quelles sont vos limites ? Jusqu'où... vous savez, c'est un paradoxe, notre métier. Pour informer, il faut être proche de sa source. Et en même temps, pour bien informer, il faut avoir de la distance vis-à-vis de sa source. Je fais une parenthèse, mais le photographe Robert Capa disait quand une photo est mauvaise, c'est qu'on n'était pas assez près. Donc, il y a cette question de la proximité de la source. Alors... Donc pourquoi je parlais de Beuve-Méry qui disait aussi que Le Monde coûtait son prix plus l'effort pour le lire. Ça veut dire que, évidemment, entre le public et les journalistes, il y a tout un travail, il y a une sorte de contrat de lecture, un contrat qui est de confiance. C'est est-ce que j'ai confiance dans le journaliste qui m'informe, dans le support qui m'informe, Le Monde, Le Point, d'autres journaux. Et pourquoi j'ai confiance ? Parce que précisément, les journalistes de ces rédactions sont capables de donner du sens à ce qui n'en a pas ou ce qui est un peu incohérent, ce qui est un peu confus. De la même manière qu'il n'est pas sûr que l'histoire ait un sens, il n'est pas sûr que l'actualité ait un sens, que l'information ait un sens. Et je vous renvoie à un très beau livre de Kundera sur l'art du roman, et il dit un roman n'a pas réponse à tout, il a question à tout. Eh bien, un journaliste, il a question à tout.
Notre métier est un métier de questionnement. Jamais vous n'aurez des réponses complètes. Ou alors, vous suivrez Gary qui disait, lui, que la réponse est le malheur de la question. Bien, donc, ce que je veux dire, c'est que le sens est une quête infinie, quelle que soit l'époque, quelles que soient les conditions extérieures. Et je ne pense pas qu'elle soit romantique. C'est, j'allais dire, l'essence même, si j'ose dire, l'essence même du journaliste, c'est de donner du sens, de comprendre ce qu'il a vu. La difficulté, c'est qu'on ne comprend pas toujours ce qu'on a vu. Et ça, c'est une difficulté qui consiste d'ailleurs à relire les articles qu'on a écrits quelquefois 1 an plus tôt ou 10 ans plus tôt. Parce que précisément, on n'a pas toujours compris le sens. Dans le mot journaliste, il y a le mot jour. C'est quelque chose qu'on pratique chaque jour. Et pratiquer chaque jour, ça, avec toutes les... J'allais dire, c'est une entreprise humaine avec toutes les fragilités qu'elle a. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr à chaque moment d'avoir compris ce que vous avez vu, d'avoir vraiment compris tous les enjeux que véhicule l'information que vous allez donner. Alors là, oui, il y a un enjeu très important de sens. Maintenant, sur la partie de votre question qui a trait aux enjeux économiques, au pouvoir économique qui détourne, etc. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dessiner un paysage de la presse française qui est très marqué par l'importance des grands groupes industriels, financiers qui ont pris le contrôle de tel ou tel journal, telle ou telle rédaction, tel ou tel groupe de presse. On les connaît. Est-ce que pour autant les journaux sont ont perdu leur indépendance? Est-ce que les journalistes ont perdu leur indépendance et ne doivent plus écrire qu'en perspective ou qu'en tenant compte de l'argent, c'est-à-dire de celui qui détient l'argent, donc qui détient un pouvoir lié à l'argent? C'est une question très importante. C'est-à-dire concrètement, est-ce que quand on lit le Figaro, il faut avoir en tête Dassault? Est-ce que quand on lit les Échos, le Parisien, il faut avoir en tête Bernard Arnault? Est-ce que quand on lit Le Monde, il faut avoir Pierre Berger, Xavier Niel ou Mathieu Pigasse? Est-ce que quand on lit Libération, il faut avoir, ou l'Express, avoir Patrice Drahi en tête? Voilà, donc effectivement, et je ne parle pas de Bolloré ou d'autres. Et vous pourrez me demander, est-ce que quand on lit le 1, il faut avoir en tête Henri Armand, qui est un financier du 1 et qui est actionnaire et qui soutient Emmanuel Macron? Donc, si vous voulez, la liberté, elle est ce que vous en faites. Je crois qu'il y a, entre les rédactions et les actionnariats, il doit y avoir ce qu'on appelle une muraille de Chine, c'est-à-dire qu'il est évident que la règle devrait être, je dis bien devrait, et la déontologie devrait être, que le pouvoir économique est complètement étanche du pouvoir éditorial et que le pouvoir éditorial n'a rien à voir avec le pouvoir économique qui le fait exister. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu au cours des 15 dernières années, pour ne pas remonter plus loin, ça a été que le modèle médiatique s'est tellement essoufflé de nos journaux, de la vieille, ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille presse, a tellement été attaqué. Autrement dit, l'indépendance, elle ne s'est pas perdue quand les journaux ont été rachetés par des industriels. L'indépendance a été perdue le jour où les journaux n'ont plus gagné assez d'argent pour faire leur salaire et leur fin de mois sans la présence de capitalistes extérieurs. Ça veut dire que la valeur de l'information n'a plus été suffisante pour justifier un modèle économique autonome. C'est ça qui a, d'une certaine manière, perdu, entre guillemets, de mon point de vue, beaucoup de médias. Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore croire du coup, en ce pacte qui lierait le lecteur au journal? Est-ce qu'on peut encore penser que les intérêts financiers ne sont pas trop grands pour finalement contrôler l'information? Parce que certains journaux en arrivent à un tel point que la moitié de leurs recettes vient des annonceurs, de la publicité. Oui, alors ça, c'est encore un autre aspect qui est en effet le fait qu'un média se vend deux fois. Il se vend à ses lecteurs ou à ses auditeurs et il se vend à ses annonceurs. Et souvent, les annonceurs ont aussi des intérêts avec des propriétaires de médias ou de régies publicitaires, etc. Si vous voulez, pour moi, et je terminerai pour laisser Christophe aussi, évidemment, répondre à cette question qui est compliquée, c'est que, j'allais dire, ça dépend. Ça dépend de la personnalité des directeurs de presse, des rédacteurs en chef. Est-ce qu'ils sont capables de résister à des pressions qui ne manqueront jamais d'arriver? Un actionnaire peut être complètement endormi, silencieux, muet, jusqu'au jour où une échéance présidentielle ou une échéance électorale surgit, et là, tout d'un coup, vous le revoyez arriver. Ou lorsque ses affaires, ses propres intérêts, son centre d'intérêt économique est touché, alors là, vous verrez que ce n'est pas très simple, justement, de s'occuper de tel ou tel secteur
dans un journal. Et puis vous avez des actionnaires qui se comportent très différemment. Alors là, je parle sous contrôle de Christophe, mais j'ai souvenir de discussions avec Franz-Olivier Gisbert à l'époque où il dirigeait Le Point, et il me disait que Sarkozy voulait sa tête depuis bien longtemps, mais que Pinault avait toujours refusé la moindre de toucher à la tête de Fogg. Ça veut dire que vous avez des actionnaires qui ne sont pas des godillots, qui ne sont pas des valets du pouvoir. Donc ça, c'est une question d'espèce. C'est quel est l'intérêt de chacun et quelle est la déontologie aussi de l'actionnaire vis-à-vis de sa rédaction. C'est thématique, monsieur Deloire. Je commencerai par défendre les journalistes. Je suis tout sauf corporatiste, mais on est aujourd'hui dans une situation où les journalistes sont accusés de tous les maux, comme s'ils écrivaient tous sous la dictée, par notamment des gens qui ne se contentent pas de critique des médias, et la critique des médias, elle est absolument légitime, et je dois dire que moi-même, je m'y prête beaucoup, et ça m'intéresse absolument, mais y compris par les pires complotistes, par ceux qui ont simplement leur opinion née de leur propre subjectivité. Et ça, je trouve ça très fascinant, mais très, très inquiétant pour les démocraties, que de voir que, je vous citerai un seul exemple, et dont je ne m'enorgueillis pas, j'ai un ancien élève, à qui nous n'avons pas remis le diplôme, je dois dire, qui nous le fait un peu payer depuis, et qui est devenu l'un des plus grands complotistes, qui a un site sur lequel, au lendemain du Bataclan, il peut y avoir des vidéos qui sont vues 5 millions de fois. Presque autant qu'un reportage aux 20h de TF1. Et aujourd'hui, quand on regarde le champ de l'information, il ne faut pas simplement, à mon sens, être concentré sur les journalistes entre eux, la critique des journalistes, mais des journalistes par rapport à l'ensemble du champ de l'information qui dépasse largement le journalisme. Et que, par souci démocratique et de bon journalisme, on n'en finisse pas par être extrêmement dur contre ce qui, dans l'ensemble du champ de l'information, est encore le meilleur ou le moins pire. Sur les conflits d'intérêts, la connivence, etc. La France, par rapport à d'autres pays, à l'évidence, est un pays où il y a plus de conflits d'intérêts, plus de connivence, qui sont liés à la fois aux structures capitalistiques et aussi à la culture politique, et aussi sans doute à la culture journalistique. Qu'on peut s'interroger sur quelle est la poule, quel est l'œuf. Est-ce que c'est parce que les journaux se portent mal que des milliardaires viennent à leur secours, ce qui est exact, et ceux qui imputent aux journalistes de ne pas savoir avoir assez de valeur ajoutée, et en disant bah, voilà, vous êtes tellement faible économiquement qu'il faut bien vous racheter, donnent toujours pour exemple des journaux où les journalistes sont eux-mêmes allés chercher des milliardaires en disant sauvez-nous. Donc ça, c'est une vision. On peut avoir une vision très différente, qui est de se dire aussi que la France est un pays où les médias sont moins indépendants qu'ailleurs et sont moins puissants qu'ailleurs, peut-être pour cette raison. Si on regarde, ne serait-ce qu'en Allemagne, où il y a des grands groupes qui sont à la fois possédés par des fondations, type fondation Bertelsmann, à but non lucratif, ce qui ne veut pas dire qu'une fondation à but non lucratif ne possède que des médias qui font de l'information de la plus haute qualité. Si vous regardez la structure, il n'y a pas que des médias parfaits dans le groupe Bertelsmann ou Axel Springer, ou les groupes britanniques qui peuvent donner lieu à des dérives type Murdoch, mais qui sont sans doute riches aussi de leur indépendance. Et qui n'ont pas à aller se vendre à des milliardaires dont les premiers intérêts sont ailleurs. De vendre des armes, de vendre des ponts, etc. Et qu'évidemment, quand même, même si évidemment ce serait absurde de penser que Bernard Arnault écrit chaque ligne du Parisien et que Dassault écrit chaque titre du Figaro, il y a évidemment des pays où de l'avis même des journalistes dans ces rédactions et de l'avis des sociétés des rédacteurs qui s'expriment, il est difficile au Figaro d'écrire des papiers sur le Qatar, la Turquie, un certain nombre de pays où le propriétaire a envie de vendre ses avions, d'écrire des articles très gênants pour les détenteurs du pouvoir, par exemple. Ça ne veut pas dire que toutes les pages diplo étrangères, etc., ne sont pas bonnes. Elles sont même excellentes. Mais évidemment, ça a de l'influence. Alors la question, ce n'est pas tant la concentration
que les conflits d'intérêts. Si on regarde d'ailleurs au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, les pays européens qui sont en haut sont assez souvent, ah bah ça c'est très bien vu de la, j'ignorais qu'on allait balancer l'image à ce moment-là, bravo encore à l'organisation, des pays de très forte concentration sont en blanc. Les Pays-Bas, qui sont un des pays où il y a la plus forte concentration en Europe, ou la Norvège. Mais c'est des pays où il y a, pour le coup, un mur entre le propriétaire et la rédaction, et une grande indépendance. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut se battre. L'éthique simple des journalistes ne suffit pas. On est sur des questions structurelles où ce n'est pas simplement le comportement d'individus à coup d'injonctions qu'on pourra modifier. La question, c'est quels outils on met en place pour que, effectivement, l'information elle soit collectée et produite de manière indépendante. Alors, vous avez les comités d'éthique. Vous avez suivi sans doute l'histoire du comité d'éthique d'ITélé, dont avaient démissionné deux responsables au moment où Bolloré a racheté, en disant on devient des fantoches, dont ma successeur au CFJ, qui avait démissionné, hein, pas sur fantoche. Et la constitution d'un comité d'éthique à Canal+, donc quand on regarde bien, est constitué d'amis dont il est peu probable qu'ils s'élèvent un jour fermement pour défendre le droit à l'information libre et indépendante. Donc, néanmoins, quand on regarde, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait des études alors qu'ils n'ont pas été publiés sur différents comités d'éthique, il y a des médias en France où c'est très solide, et il y en a d'autres où c'est de la franche rigolade. Lesquels ? Donc, la question pour le lecteur, si je peux, je ne me souviens plus. Et la question pour le lecteur, aujourd'hui, l'un des enjeux, et ça, dans les milieux journalistiques, il y avait un combat pour l'attention, pour aller capter de l'audience. Aujourd'hui, il y a quand même un combat très fort pour la confiance. Et le journalisme ne survivra que grâce à la confiance. Et la mise en place de tels dispositifs, elle permettra d'asseoir une meilleure confiance et donc, normalement, à terme aussi, une meilleure situation économique pour les médias qui les auront mis en place. Donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de la situation, la liberté de presse en France, parce que la situation se dégrade sur les dernières années. Là, il y a donc ce classement-là qui montre que la France est 46e, mais il y a également The Economist qui calcule un indice de démocratie et qui, à partir de 2008, a considéré que la France était désormais une démocratie imparfaite. Non, mais je suis pas. On classe la France 46e, donc je ne suis pas du tout en train de tenir un discours rose. Et là, je dis simplement le travail qu'il faut mener pour sortir de cette situation. Évidemment que la situation, que c'est très inquiétant de voir que 6 ou 7 milliardaires possèdent aujourd'hui une partie importante du champ de l'information. Ou une banque sur la presse quotidienne régionale, qui est une presse évidemment importante, et que c'est un enjeu politique. Et nous, on va voir les responsables politiques en disant que ce sujet, il doit être traité, et qu'il ne suffit pas, pour le coup, de dire qu'il y a une forme de liberté entrepreneuriale, et le média peut être mis au service du groupe, et donc sur tel média, présenter simplement des artistes, la notion de synergie, par exemple, dans les groupes de médias, et quand je dis groupe de médias, c'est synergie entre le champ de l'information, le champ du divertissement, le champ de l'organisation de concerts. C'est une notion qui est absolument terrible. Et le champ journalistique, il doit être protégé. Aujourd'hui, il est malheureusement très peu. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même eu de nombreuses périodes, des élections, référendums sur l'Union européenne. Il y a eu des grandes critiques sur une forme d'unanimisme des médias qui ont souvent été des critiques, à mon sens, légitimes, et qui peuvent être renforcées par le fait qu'il y a une catégorie sociale, des milliardaires, qui possèdent aujourd'hui une bonne partie, pas tous heureusement, des médias. Si c'était 7 dentistes, ou 7 policiers, ou 7 professeurs qui possédaient, on se dirait, mais peut-être que ça va finir par porter une vision du monde. Et ça aussi, il est évident, quand on interroge des groupes qui viennent d'être achetés, le directeur de la rédaction dit, on m'a dit, on touchera aucun papier. En revanche, du point de vue économique, c'est ça la ligne. Et ça peut avoir un impact extrêmement fort sur le pluralisme et extrêmement désastreux. Donc moi, je n'ai pas du tout un discours très positif. Ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de dégager des solutions. Alors est-ce qu'un jour, il faudra aller extrêmement loin? Et là, je dis quelque chose que dans les
agences de pub, on dirait, disruptif. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller jusqu'à transposer sur le champ de l'information des infractions qui sont celles, par exemple, du trafic d'influence, dès lors qu'on qui porte simplement sur les détenteurs, les agents publics, pour que condamner toute influence sur l'information parce que il y a des formes de corruption. Le champ alors, on n'est pas dans la situation africaine où les journalistes sont, selon l'expression d'un président que j'avais rencontré, des mercenaires de la plume. Et malheureusement, il avait en partie raison, mais sont affiliés à tel ou tel et écrivent sur commande ou alors en faisant du chantage sur tel ou tel. On n'est pas dans cette situation. Mais évidemment qu'il y a des formes de corruption que l'intérêt public impose de combattre. Qu'en pensez-vous, Monsieur Fattorino, parce que vous avez eu l'opportunité de passer d'un journal, donc un grand journal qui est Le Monde, dans lequel il y a, on va dire, des intérêts financiers très importants, à un journal que vous avez fondé qui s'appelle Le 1, et dans lequel on voit que vous vous battez pour qu'il y ait beaucoup moins d'influence, beaucoup moins de dépendance, notamment la publicité. Il n'y a pas de publicité. Oui. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de régie publicité. publicitaire. Oui. Écoutez, je vais essayer de vous répondre en faisant un bref historique. Au début des années 2000, il y a eu 2 mauvaises nouvelles pour la presse écrite en France. La première, c'était les journaux gratuits, qu'on a passé notre temps à piétiner dans le métro, dans la rue. Et donc la valeur même du journal et de l'information, moi je me souviens quand j'étais un jeune journaliste, on me disait ton article, reste modeste, il servira à emballer le poisson. Là c'était encore pire que ça, c'était pour piétiner, on voyait les tailles de chaussures et les empreintes de chaussures sur les journaux. Et en même temps, donc cette gratuité qui s'est engouffrée et qui n'était que publicitaire. Vous vous souvenez, 20 minutes d'abord, et puis Métro, et puis après le direct matin de Bolloré, dont j'ai été vice-président plus tard au Monde, j'y reviendrai. Et d'autre part, Google a passé un pacte que j'appelle souvent faustien avec les éditeurs de presse, c'est-à-dire en disant vous nous donnez vos contenus, j'insiste, vous nous les donnez, et en contrepartie, on vous référence. Donc ça veut dire que ce qu'on vendait dans les kiosques avec un prix facial, on le donnait sur les écrans. Et sachant que chaque concurrent était à un clic d'un autre concurrent. Donc ce qui veut dire que finalement, c'est comme si on s'était laissé emprisonner, qu'on avait donné à notre gardien la clé. Il était évident au début des années 2000, lorsque cette conjonction à la fois de la perte de valeur, de cette chaîne de valeur d'un journal écrit, de laisser penser au lecteur que l'information ne vaut rien, elle vaut 0, il n'y a pas de prix facial, et que d'autre part, l'information est gratuite et coule à flot sur un outil aussi puissant qu'Internet, et il n'était pas très puissant en 2000, on voit ce qu'il est aujourd'hui, c'était évidemment se préparer à des jours très difficiles pour la presse écrite, pour continuer d'aller chercher des lecteurs et des annonceurs. Donc ça, c'est la première chose, je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête, c'est que ce choc de gratuité, accompagné d'une innovation technologique sans précédent qu'est l'Internet, a évidemment fait exploser un modèle qui existait depuis un siècle et demi, en gros, depuis la moitié du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, pardon, et qui était de dire, bon, on va vendre 2 fois nos journaux, ce que je disais tout à l'heure, à des lecteurs et à des annonceurs, ce qu'on appelait la réclame. Ensuite, les intérêts financiers, je les ai bien sûr vécus au Monde, mais ce que j'ai vécu au Monde, ça a été la conjonction entre une chute des ventes, une chute, une forte dégradation de la situation économique et d'un lectorat qui rétrécissait, et aussi l'enjeu que représentait pour le pouvoir de téléguider un petit peu qui serait le patron du monde, qui serait le propriétaire du monde. Et là, c'est intéressant parce que ça a été écrit, donc je ne trahis pas de secret. Mais en juin 2010, alors que je voulais recapitaliser le journal Le Monde, que je cherchais 100 millions d'euros en Italie, auprès du groupe de Benedetti, le président de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, m'a fait venir à l'Élysée pour me dire la chose suivante. Il y a un grand groupe de presse en France, c'est Lagardère, et je ne comprends pas que vous ne vendiez pas Le Monde à Lagardère. Et effectivement, il m'avait gratifié quand il m'avait accueilli. D'ailleurs, il m'a dit, Eric, vous êtes un imbécile. Ce qui était d'ailleurs assez désagréable d'entendre ça comme ça, alors que je n'avais rien fait d'autre que d'essayer de maintenir l'indépendance du journal. Donc, Nicolas Sarkozy a souhaité que le Monde soit vendu au groupe Lagardère.
Et je lui avais répondu que je considérais que le groupe Lagardère n'était pas une garantie à mes yeux d'indépendance pour le monde, puisque Arnaud Lagardère se targuait d'être le frère de Sarkozy et Sarkozy le frère d'Arnaud Lagardère. Et ce que Nicolas Sarkozy m'a répondu à l'époque, ça a été de dire « Je sais que vous cherchez de l'argent public auprès de la Caisse des dépôts pour moderniser votre imprimerie. Sachez que si vous ne vendez pas à Lagardère, vous pourrez toujours courir pour avoir cet argent. » Donc c'était une sorte de menace qui était de dire bah, « Écoutez, vous ne voulez pas mon schéma industriel à moi pour le monde, donc attendez-vous à quelques représailles. » Mais je n'avais encore rien vu, rien entendu. C'est-à-dire que dans les 3 semaines qui ont suivi, mais je vous demande de retenir ça parce que ce n'est pas des idées générales, c'est concret ce que je vous dis. Dans les 3 semaines qui ont suivi, à l'époque, Le Monde était en équilibre parce que son imprimerie ne perdait pas d'argent. Et elle ne perdait pas d'argent parce qu'il imprimait Les Échos de Bernard Arnault, qu'il imprimait le JDD d'Arnaud Lagardère et qu'il imprimait Direct Matin de Vincent Bolloré. Eh bien, dans les 3 semaines qui ont suivi, j'ai reçu un coup de fil de Vincent Bolloré qui tout d'un coup a trouvé que Direct Matin était très mal imprimé sur les rotatifs du Monde et qui a quitté pour une imprimerie en faillite en Belgique. J'ai reçu du papier de Lagardère qui m'a dit on fait une nouvelle formule du JDD. Et cette nouvelle formule, on va aller la faire imprimer ailleurs. Donc le JDD a quitté l'imprimerie du Monde. Juin 2010, vous pourrez regarder. Et ensuite, le dernier, c'était à l'époque Nicolas Bétou, représentant Les Échos, qui m'a dit vous ne respectez pas telle ou telle clause du contrat qui nous lie entre l'imprimerie du Monde et Les Échos quittent le Monde. Donc en l'espace de 3 semaines, après ce rendez-vous qui ne m'a pas porté chance à l'Élysée, le Monde a été mis en difficulté par 3 industriels et patrons de presse qui ont considéré, je ne sais même pas si d'ailleurs Nicolas Sarkozy le leur a demandé, ou s'ils ont considéré qu'il serait obligeant de leur part de précéder les desiderata du président, mais toujours est-il qu'ils ont pris des décisions industrielles, économiques, qui ont fait que le Monde s'est trouvé subitement dans une difficulté grande, puisque tout d'un coup, le compte d'exploitation a été dans le rouge de 2,5 millions d'euros. Et ce que j'étais en train de monter pour l'imprimerie du Monde avec des Espagnols à l'époque, de racheter, de vendre l'imprimerie du Monde, évidemment, je ne pouvais plus le faire dès lors que je ne pouvais plus dire à ces clients éventuels, ah bah oui, mais on n'a plus Les Échos, on n'a plus le JDD, on n'a plus le Direct Matin. Donc tout ça pour vous dire que cet aspect très concret des choses, on l'a vécu parce qu'on était déjà dans un état de faiblesse. Si le Monde avait dégagé des bénéfices régulièrement, il n'y aurait pas eu même pas cette discussion. Il aurait pu dire ça, mais ça n'aurait pas eu d'incidence. L'incidence était là parce qu'il y avait une fragilité. Et donc je rebondis là-dessus quand Christophe a dit tout à l'heure où est la poule, où est l'œuf. Effectivement, il y avait une faiblesse forte, structurelle d'endettement du Monde, qui l'a mis à la merci, effectivement, d'un rachat, et d'autant plus affaibli qu'il y avait à la tête du pouvoir politique quelqu'un qui voulait être interventionniste sur le journal qui considérait comme étant celui qui faisait, à tort ou à raison, comme étant faisant l'opinion. Et comment lutter à terme contre ce rassemblement des journaux sous l'égide de grands groupes capitalistes, justement? Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions, des modèles économiques plus viables que d'autres pour rester indépendants à terme? Monsieur Deloire. D'abord, je pense que le gouvernement devra prendre des initiatives pour mettre en place des procédures qui font que des gens qui ont des intérêts dans d'autres secteurs, qui n'ont pas d'intérêt pour l'information ou le journalisme en tant que tel, n'aient pas d'intérêt à racheter des journaux et en faire leur danseuse, leur effet de pouvoir. Vous savez, c'est Xavier Niel qui n'est sans doute pas le pire des propriétaires de journaux, et je n'ai pas l'impression qu'il intervienne tous les jours dans le contenu du Monde, mais qui racontait qu'avant d'acheter le Monde, il n'avait jamais vu Nicolas Sarkozy, et que 2 mois après, sans qu'il ait besoin de demander, il l'avait fait. C'est une porte d'entrée dans le monde politique, en quelque sorte. À l'évidence. Enfin, si aujourd'hui des patrons de groupes de telco rachètent, c'est parce que ça leur donne soit une influence directe, soit une forme d'outil de dissuasion qui fait qu'on les respectera un peu plus. Il y a très peu de doute sur le fait que si un jour, d'aventure, il y a un problème, ils auront ça. Et puis, c'est pas grand-chose pour eux. Je
crois que c'est Xavier Niel qui, le jour où il avait rencontré la rédaction du Monde la première fois, et avait dit que la valeur du Monde, c'était l'évolution de son cours de bourse sur une journée. Donc, mais ça représente, pour pas cher, aujourd'hui, et il faut bien le dire, les derniers journaux qui ont été vendus pour des bouchées de pain, 10 fois ce qu'ils auraient pu être vendus il y a 5-6 ans, enfin c'est un affaissement, représente un outil. Donc le politique doit travailler pour éviter qu'il y ait cet intérêt à posséder des journaux. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par le président de la commission de la culture de l'Assemblée nationale, Patrick Bloch, proposition de loi dans laquelle il y a deux aspects, un aspect sur la protection du secret des sources, et avec des avancées. En première lecture, le Sénat a fait des modifications totalement rétrogrades, mais semble-t-il, enfin, le gouvernement a fait des promesses pour vraiment rester sur une proposition très forte sur le secret des sources. Et puis sur l'indépendance, et où là, il y a un certain nombre de mesures, et notamment sur les comités d'éthique, sur un renforcement du pouvoir du CSA de contrôle, qui vont dans le bon sens, qui sont sans doute encore très loin, qui seront très loin d'une situation satisfaisante. Donc ça, je crois que le passage au Sénat, là, c'est dans les prochains jours, enfin, c'est actuellement dans les tuyaux du Parlement. C'est assez, c'est assez difficile de pouvoir penser, que l'État pourrait réduire, peut-être pas ses relations, mais son importance vis-à-vis des médias, parce que quand on regarde les chiffres, à partir de 2013, il a été autorisé de publier les subventions qui étaient faites à la presse, et comme par exemple Le Figaro reçoit 16 millions d'euros, Le Monde 16 millions d'euros également. C'est difficile, parce que là on est face à une situation où d'un côté les journaux sont en perte de marge de manœuvre, et de l'autre il faudrait réduire les sources de financement pour réduire les dépendances. Donc comment... Vous avez bien posé la problématique, c'est que la presse, en tout cas la presse écrite telle que vous l'avez dans votre tableau, est sous perfusion depuis de longues années. Et puis il y a aussi les aides au routage, tout un tas d'aides, le téléphone, le courrier, etc., qui font que quand vous êtes un journal, vous ne payez pas exactement le même coût les services qui vous sont rendus. Pareil pour la TVA, etc. Mais c'est bien là la difficulté, effectivement, c'est que je pense qu'on ne résoudra rien tant que le modèle économique des médias de demain n'aura pas été réinventé. Mais réinventer ce modèle, ça veut dire qu'on sort aussi de la faiblesse congénitale qui a été d'une certaine manière décidée par les pouvoirs publics après la guerre. Après la guerre, il y a différentes lois sur la presse qui interdisent aux journaux d'avoir un capital supérieur à certaines sommes. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais pu en France constituer de grands groupes puissants de presse, comme justement tu disais en Allemagne ou dans d'autres pays où effectivement il n'y avait pas de limite dans l'investissement. Justement en craignant les concentrations, on a interdit la constitution de grands groupes de presse. Et très tôt, les industriels des textiles, c'est ça l'histoire Prouveau, l'histoire Hersant après, plus tard, mais c'est des industriels ou des hommes d'affaires qui sont déjà très tôt rentrés dans la presse parce que les sociétés de presse n'avaient pas de très gros moyens. Et je pense que ce sous-dimensionnement capitalistique a été vraiment il a été un peu caché après la guerre parce que justement les diffusions étaient très importantes, qu'il y a eu les 30 Glorieuses, que tout ça, ce modèle finalement a pu vivre. Mais dès que la crise a commencé, la crise de la presse, je parlais des années 2000 avec Internet et les gratuits, mais déjà à partir de la moitié des années 70, il y a déjà des signes avant-coureurs qu'on n'est plus dans la presse prospère, qui vit grand train, etc. Déjà, il y avait quand même des difficultés. Donc je pense qu'effectivement, il y a une relation incestueuse entre l'État et les médias. Et je ne parle même pas des chaînes de télévision publiques, etc. Mais en même temps, il n'y a pas aujourd'hui la preuve qu'un autre modèle économique pour les médias est viable. On cite souvent quelques médias, comme par exemple Mediapart, qui a été créé comme un pure player par Edoui Plenel. Et c'est vrai qu'à ce jour, avec je crois qu'il y a plus de 100 000 abonnés, que
bon, il y a manifestement une réussite économique. On parle du canard enchaîné, ce bon vieux canard avec, qui a son tas d'or et qui survit. Mais c'est des contre-exemples, j'allais dire. C'est-à-dire que est-ce que ce sont des modèles et est-ce que c'est ça le modèle pour les médias demain? J'en suis pas sûr. Donc à partir de là, où est-ce qu'on trouve un modèle économique viable qui permet aux médias de se réinventer de telle manière qui refont naître des revenus suffisamment importants pour faire vivre des rédactions, pour moderniser? Parce que sur le numérique, il faut investir tout le temps, ça bouge tout le temps, donc il faut retrouver des moyens d'aller capter les lecteurs, d'aller trouver des communautés. Donc voilà, je pense que la problématique, elle est là. Tant que le modèle économique de demain, des médias de demain, n'aura pas été viable, trouvé et viabilisé, je pense qu'il y aura toujours cette faiblesse congénitale. Je comprends que le contribuable se dise que, s'agissant de certains journaux, parce que dans les aides à la presse, il y a des statuts différents, paye extrêmement cher pour chaque numéro distribué et a fortiori acheté pour certains journaux. Je n'ignore pas qu'aux États-Unis, il y a 2 ou 3 ans, les éditeurs de presse se sont élevés contre un projet d'aide à la presse, en disant non mais on a notre indépendance, on ne veut surtout pas d'aide. J'ignore pas non plus que effectivement, lorsqu'on touche de tels subsides, ça peut être moins incitatif du point de vue économique à aller chercher des modèles économiques ailleurs. Néanmoins, en France, les aides à la presse ne sont pas discrétionnaires. Il y a beaucoup de pays où c'est à la gueule du client. En France, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on ne peut pas dire que tel ou tel journal est incité à soutenir le gouvernement parce qu'il en tirera plus d'aide à la presse. Non, c'est distribué selon des règles. Ce n'est pas le politique qui décide. Et d'ailleurs, ça bénéficie plus aux journaux locaux qu'aux journaux nationaux. Quand on divise par le nombre d'exemplaires qui est fourni par un journal, c'est également dans les classements. Ce sont les petits journaux locaux qui en bénéficient beaucoup plus que les journaux nationaux. Ensuite, à long terme, alors il y a la question du modèle économique. Moi, je voudrais juste citer, je ne parlerai pas longtemps sur ce sujet, l'un des plus grands théoriciens du libéralisme, qui est à la confluence du journalisme et de la théorie économique dans les années 30, Walter Lippmann, qui est vraiment le pur libéral américain, considéré comme l'un des inspirateurs de l'ultralibéralisme, défendait l'idée selon laquelle il fallait un financement public de l'information, que c'était l'un des systèmes les plus sains que le modèle publicitaire. Et d'ailleurs, quand on regarde pour les chaînes de télévision, une fois qu'elles sont publiques, on a vu qu'il était possible de supprimer une partie des publicités. Donc c'est vrai que ça peut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que si l'État pouvait avoir une participation plus importante dans les journaux, ça peut être une manière de réduire un petit peu la dépendance à la publicité en l'interdisant. C'est-à-dire qu'une fois que si l'État est suffisamment actionnaire pour donner les fonds nécessaires aux journaux, on peut supposer qu'une loi peut être passée comme il était passé sur France Télévisions pour supprimer la publicité. Ça peut être une forme, on va dire, de réduction de la dépendance au moins aux annonceurs. Peut-être pas à l'État, mais au moins aux annonceurs. Même si côté France Télévisions, je pense qu'on considère parfois que c'est aussi une réduction de l'enveloppe et une baisse des moyens. Mais alors, le financement de France Télévisions, ça n'est pas seulement le financement du journalisme, loin s'en faut. Donc, on va très au-delà là, du sujet qui nous concerne. Alors, je pense qu'on a pour tradition lors d'une conférence de terminer par un petit moment de questions, entre guillemets, avec vous d'abord, puis du public. C'est-à-dire qu'on a... Voilà, on va vous poser quelques petites questions un petit peu personnelles, par exemple. Voilà. Alors, on fait un si vous étiez. Donc voilà, l'idée c'est de découvrir un petit peu vos personnalités respectives. Si vous étiez un quotidien. Matinal. Moi, je dirais le New York Times, parce que je demeure fasciné. Non, mais c'est le rêve. Attendez, c'est pas moi. Non, mais c'est en modestie. Je dois dire que je demeure fasciné par le niveau du journalisme anglo-saxon, la capacité à identifier des histoires et à ne pas simplement avoir des angles et
à croiser des grandes problématiques politiques et des histoires humaines, et avec un talent pour la narration, où on a encore beaucoup à apprendre. Voilà pourquoi je disais ça. Donc, maintenant, je vais plus me méfier sur la réponse suivante. Si vous étiez un roman, Kundera, du coup. Non, là, je vais continuer avec le matinal parce que ce serait La promesse de l'aube, qui n'est pas complètement un roman, mais pour moi est un roman. Un roman de Balzac, parce que dans le journalisme, il y a encore beaucoup de Balzac. Si vous étiez un sportif. Je ne vais pas dire Teddy Riner, parce que tout le monde va rigoler. Un cycliste, monsieur Fotorino, forcément. Oui, alors, mais un cycliste au destin tragique, parce que je me suis souvent identifié par mon nom aussi à Fausto Coppi. Mais Coppi, pour ceux qui ne savent pas, a été un très grand champion, sûrement un des plus grands champions de tous les temps. Il est mort en 39 ans d'une malaria qu'il avait contractée, mal soignée en Afrique. Et entre les deux, il a été à la fois très heureux, très malheureux. Mais enfin, le sportif qui était Coppi était vraiment admirable. Moi, je serais le sportif qui se contente de participer. Si vous étiez une femme. Alors, attendez. Ce serait Fanny Ardant dans La femme d'à côté. Moi, j'éviterais d'être la mienne parce qu'il faut qu'elle me supporte. Et ça me fait penser à cette phrase de Woody Allen, oui, je crois que c'est Woody Allen, qui dit que jamais il ne rentrerait dans un club qu'il accepterait comme membre. Alors ensuite, on a un deuxième jeu, ça s'appelle Fast and Curious. Donc on va vous proposer 2 termes. Il va falloir choisir entre l'un ou l'autre et le plus rapidement possible. Le fond ou la forme? La forme. Le fond. Le fond, très bien. Le Figaro ou le Gorafi? Figaro. Le Figaro. Je suis assez, c'est assez impressionnant combien les sites Gorafi ou il y a Nordpress, je ne sais plus, un site belge, remontent moi sur mes réseaux sociaux. Alors je suis dans ma bulle filtrante, alors que je ne vais pas les consulter, mais je suis assez fasciné par leur impact sur les réseaux sociaux. Moix. Bon, je vais dire Zemmour alors. RSF ou ISF? Je ne vais pas faire du prosélytisme, mais RSF, évidemment. Alors nous, on est reconnu d'utilité publique, donc on offre un droit aux déductions fiscales, mais pas la déduction ISF. Donc j'aimerais bien que ce soit les deux bientôt. Merci. Alors, burkini ou bikini? Si c'est une préférence, le second. Bon, c'était le petit journal ou le quotidien, pardon. C'est-à-dire les 2 émissions de Yann Barthès. Ah oui. Ah oui. Mais moi, c'est le petit journal à cause du jazz près de Montparnasse. Alors moi, je fais partie de ceux qui considèrent que, évidemment, il y avait des sketchs purement humoristiques dans le petit journal période Barthès, et sans doute dans l'actuel quotidien, mais ça, j'ai pas encore regardé. Mais il y avait vraiment du journalisme, et du journalisme intéressant. Vous savez, c'était posé la question de la carte de presse. Moi, j'ai fait partie de ceux qui pensaient qu'évidemment, ceux qui faisaient ces reportages-là méritaient amplement leur carte de presse, tout à fait à l'égal de certains journalistes politiques. Finkelkraut ou Cohn-Bendit? Cohn-Bendit, parce qu'il a passé son temps, je trouve, à s'ouvrir, à se recentrer un peu. Et c'est un collaborateur régulier du 1. Voilà. Bon, par esprit de contradiction, je dirais Finkelkraut, parce que j'avais beaucoup apprécié l'ouvrage, dont j'oublie le titre à l'instant malheureusement, mais dans lequel il regrettait cette société dans laquelle une paire de bottes vaut Shakespeare. Le titre me reviendra. Le tour du monde ou le monde du tour? Le tour du monde, c'est pas mal. Les deux sont bien. Le 1 ou Streams? Alors, petite parenthèse, Streams est le journal de l'école et sans vouloir vous influencer, le président est dans cette salle. Moi, je sais être reçu, donc évidemment Streams. Puis moi, tout à l'heure, ça n'a pas été dit dans mon portrait, mais j'étais admis à l'ESCP. Et ça a été
des plaisirs de ma vie, donc j'aurais pu être à Streams, donc moi aussi. En Marche ou Loyauté? En Marche, c'est très bien ça. Alors, ça fait très désuet de défendre la notion de loyauté, mais je trouve qu'on est dans... quand on regarde le monde politique et où des ministres qui ont... Enfin, je sais pas, il y avait une allusion, là je vous vois vous regarder comme s'il y avait une allusion que je n'avais pas comprise. Bah, du coup, je vais aller jusqu'au bout, c'est parce que Corentin Jaouane est le président de Streams et il ne voulait pas que je l'évoque. Ah bon, vous êtes toujours sur Streams. Et que des gens qui bénéficient de nominations à peine virés d'un gouvernement se répandent, je trouve que de manière générale ça affaiblit les structures et notre monde a toujours besoin de structures, et y compris les journalistes, qu'aujourd'hui de plus en plus les conflits se règlent, plutôt que de se régler en interne, en vis-à-vis, se règlent par des loyautés extérieures, que les structures elles sont fortes aussi, elles peuvent être oppressives, mais elles permettent aussi de résister à d'autres influences, et que la loyauté peut être une valeur dévoyée, mais peut être extrêmement bien utilisée. Alors, Tinder ou Uber? L'un peut servir pour aller à l'autre, non ? Monsieur Futorino? Oui, je suis. C'est très dur après de passer, mais je vais rester dans le noir sur blanc. Et voilà. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ne soyez pas timides. Il y a des tentatives de journalisme participatif, notamment, je pense, aux États-Unis, où des lecteurs financent, je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler, mais ils financent un reportage, ils financent une enquête. Et c'est des choses qui permettent effectivement de sortir des informations très intéressantes et de donner du temps à des journalistes. Après, si vous parlez de journalisme participatif, c'est-à-dire qu'un journaliste travaille avec une communauté qui peut lui apporter des informations, quelquefois contradictoires, qu'il va devoir vérifier, c'est évidemment, je pense qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, le journalisme est déjà devenu participatif. C'est-à-dire qu'un journaliste qui fait bien son travail aujourd'hui tient compte de ce que la communauté des lecteurs peut lui dire, quand il ne s'agit pas évidemment de commentaires qui n'ont pas d'intérêt, mais pour rectifier, pour aller plus loin, pour corriger ou approfondir une enquête. Ça, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes travaillent avec une communauté donc participative pour les aider à faire leurs enquêtes, ou en tout cas à réenquêter une fois qu'ils ont fait donné une première salve d'enquête. Est-ce que tout ça peut être rentable? Ça dépend aussi de la citoyenneté des gens, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont envie de rentrer dans ce type de relation avec des journalistes, c'est-à-dire soit de leur commander. Nous, je vois par exemple chaque semaine au 1 sur notre site internet, nos lecteurs nous disent quelles enquêtes ils aimeraient lire dans le 1. Et on ne le fait pas à chaque fois, mais très souvent, il y a des enquêtes, des sujets qui nous ont paru très intéressants et que finalement on a traités. Et ça a été, je pense, un plus. Et pour les lecteurs, justement, cette relation de confiance, cet attachement, je pense, a été renforcé parce qu'ils ont vu qu'on pouvait tenir compte d'un certain nombre de recommandations ou de souhaits qu'ils avaient. On travaille en ce moment sur un thème autour du revenu universel. Bon, c'est des choses qui nous sont régulièrement proposées par nos lecteurs, mais quand ils nous les proposent, ils nous proposent aussi des articles parus, des angles, des sources qui pourraient justement nous aider. Et c'est vrai que ça, c'est assez précieux de travailler avec notre communauté pour construire des numéros qui soient plus riches et ensuite plus interactifs une fois qu'ils sont parus. Moi, j'ai un peu le sentiment d'être un usurpateur, parce que c'est des sujets que je ne traite absolument pas au jour le jour. Moi, je réponds plutôt à des questions d'habitude, et ce n'est pas une manière de vous les souffler sur
la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Somalie, etc. Et notre travail quotidien, c'est plutôt ça, en fait. Moi, j'ai le souvenir, il y a 10 ans, d'un site, mais malheureusement, peut-être Ghislain se souvient du nom, il y avait des papiers dans la presse entière, dans le monde entier, sur le premier site de financement participatif, qui était un site californien, et dont j'ai rencontré les gens beaucoup plus tard, lors d'un voyage à San Francisco. Et ça avait connu vraiment c'était fantastique comme réussite médiatique. En fait, en 5 ans, ils avaient collecté 200 000 $. Alors, c'était il y a 10 ans. Ce qui n'a pas marché il y a 10 ans peut marcher aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des grands succès et je les ignore, donc vraiment renseignez-vous. Mais à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas eu de formidable essor. Alors, dans les modes de financement, il y a des modes dont on n'a pas parlé, qui est des financements privés, mais non pas par l'achat, non pas par la souscription d'abonnements, mais par exemple par des fondations. Ça, c'est des sujets que je connais un peu mieux, parce que c'est comme ça aussi qu'on finance en partie Reporters sans frontières. Et de plus en plus, y compris dans les journaux qu'on va acheter dans le kiosque, il y a des enquêtes qui ont par exemple été réalisées à travers, je sais pas, le Consortium international de journalistes, vous savez, les Panama Papers, ou d'autres structures, qui elles-mêmes étaient financées par, ici, la Fondation Gates, là, d'autres fondations privées, le cas échéant, moins connues, américaines, type Fondation Knight, etc., ou d'autres. C'est aussi un modèle, je vais à des réunions du Global Leaders Network, qui est une organisation de rédacteurs en chef du monde entier, et je dois dire, quand il y a une table ronde avec les dirigeants de la fondation, enfin, des programmes journalisme, de la Fondation Gates, de la Fondation Knight, de la Fondation MacArthur, etc., la salle, elle est remplie. Parce que tout le monde se dit, on va y aller. Alors, ça dicte un peu les choses. La Fondation Gates, par exemple, qui ne s'intéresse, vous savez, qu'à la santé, ne veut financer que des sujets sur la santé. On peut s'interroger sur est-ce que c'est un financement neutre, est-ce que ça ne l'est pas. Moi, ce que je vois alors là, c'est sur du financement d'ONG, c'est qu'il y a de très grandes fondations qui peuvent donner parfois de très grosses sommes et qui n'interviennent pas, qui n'essaient pas de vous influencer, contrairement à ce que peuvent faire des grandes entreprises de la Silicon Valley qui proclament leur grand attachement à la liberté. Bonsoir. Je suis là. Ma question porte sur le 20h, qui est la source d'information la plus large pour la population française. Le 20h aujourd'hui est extrêmement concentré autour de l'actualité française. Et en gros, en caricaturant, l'été on apprend qu'il fait chaud et l'hiver on apprend qu'il neige. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là ? Quel regard portez-vous sur le 20h ? Et ensuite, quel est le rôle pour vous du 20h, de TF1, de France 2, etc. Alors moi, je pense à des journalistes à qui, parfois en France, on pose la question en disant c'est quoi la principale contrainte qui pèse sur tes épaules ? Pour toi, c'est quoi la première limitation de ta liberté ? Et certains répondent, on peut en sourire à première vue, mais répondent c'est le public. Et en sociologie des médias, on peut s'interroger là encore sur la poule et l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que c'est les médias qui font le public ou le public qui font le journalisme ou les journalistes ? Au fil du temps, moi j'ai évolué, je crois de plus en plus qu'en fait les journalistes sont plus faits par le public que l'inverse. Ça fait réfléchir, hein. Le silence après, c'est de la réflexion. C'est vrai que le 20h, alors j'apporterai un petit bémol, c'est que oui, c'est encore le lieu qui rassemble plusieurs millions de personnes, mais enfin, ça s'est effrité pas mal, et notamment chez les jeunes générations qui ne vont pas devant la télé à une heure fixe et qui décident plutôt de se réinventer leur programme, qui font du replay et qui ne sont pas vraiment des accros de la télé comme ont été notre génération ou celle d'avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les journaux de 20 heures, à un moment donné, jusqu'aux années 2000, je trouve, jusqu'à l'arrivée d'Internet, justement, ont au fur et à mesure été de plus en plus intéressants, avec des reportages, avec beaucoup de diversité, d'ouvrir un petit peu le compas. Et puis ensuite, finalement, pour justement aller chercher ce téléspectateur qui s'en allait, on a refermé un petit peu le compas et on est allé vers des sujets beaucoup plus consensuels, beaucoup plus, j'allais dire, racoleurs, de manière à précisément garder un peu des parts d'audience
Et si vous êtes amusé déjà d'ailleurs à zapper entre la 1 et la 2, par exemple sur un journal de 20 heures, vous verrez que c'est à peu près le même déroulé, les mêmes sujets, pas exactement au même moment, mais pas loin, quelquefois ils se télescopent. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est la part d'international est quand même très faible. Alors, je ne parle pas du journaux de 13 heures où si vous allez chez Jean-Pierre Pernaut, vous êtes dans les cours de ferme, vous êtes dans les châteaux, vous êtes au bord de la mer, vous êtes partout, mais sauf là où ça se passe. Mais effectivement, les journaux de 20 heures ont pris ce côté un petit peu... il faut pas trop... L'actualité est tellement plombante, on l'a vu évidemment depuis ces 18 mois particulièrement, qu'il y a une sorte de... Les journalistes ont beaucoup de mal d'ailleurs, les présentateurs du 20 heures, à essayer dans ce chaos, de continuer à présenter quelque chose qui ne soit pas trop anxiogène. Donc effectivement, c'est quasiment mission impossible, et c'est essayer de truffer la grande actualité de choses beaucoup plus, beaucoup plus domestiques, beaucoup plus inoffensives. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le journal de 20 heures n'est pas le lieu où on a un rendez-vous avec l'information au sens où on l'entend. Je déteste autant que vous, enfin je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, les micro-trottoirs borborigmes où effectivement il fait chaud dans la fontaine par 37 degrés. Et on peut se dire que c'est très abêtissant. Il y a deux types de journalisme, d'après la sociologue Géraldine Moulman, qui a fait des thèses et qui distingue deux types de journalisme. Donc, le journalisme dit de décentrement, le journalisme de rassemblement. Le décentrement, c'est je mets à l'extérieur, je regarde, j'apporte un nouveau regard sur un sujet. Mediapart, c'est du journalisme de décentrement. Et le 1 est pour beaucoup de journalistes de décentrement. Je ne veux pas parler. Et vous avez une autre forme de journalisme qui non seulement a vocation pour volonté de s'adresser à tous, mais qui a aussi comme utilité sociale de créer un champ commun du débat public. Et donc là, je ne vais pas faire l'apologie de ce dont moi-même je disais que je trouvais ça abêtissant et un peu regrettable. Et franchement, je pense que personne n'a vraiment envie de devenir journaliste pour aller tendre son micro à quelqu'un et lui dire est-ce qu'il fait chaud par 37 degrés. Mais on est dans des sociétés où le débat public tel que conçu par Kant, Habermas, tout ça, est en partie en train de sauter. Où, du fait des algorithmes, on est tous enfermés dans ce que l'américain Eli Pariser avait appelé les bulles filtrantes. La personnalisation qui fait que les contenus qui nous viennent, sans même qu'on y prenne garde, ne cessent de conforter nos propres a priori. Et qu'on entre on a un nouveau risque politique qui est le fait qu'il y ait des pays qui ne se connaissent pas. Et je voyais un journaliste qui racontait qu'il a vu un mal fou depuis son ordinateur à identifier des partisans du Brexit, parce que tout ce qui a été renvoyé, lui, il était hostile et il avait du mal à trouver. Je passe sur... vous avez peut-être entendu parler de ce papier d'une rédactrice en chef du Guardian, Catherine Wiener, sur la dilution de la notion de vérité dans le débat public. Elle, c'était à propos du Brexit. On voit ça dans la campagne américaine. On voit ça d'une certaine manière aussi dans la campagne en France, avec des affirmations réitérées, y compris dans des émissions de débat politique grand public, et où on dit « vous pouvez vérifier demain matin, je vous dis la vérité ». En fait, quand on vérifie, c'était parfaitement faux, et vous voyez sans doute à quoi je fais allusion. Et donc, ce journalisme de rassemblement, dans lequel moi, je ne me reconnais pas parfaitement, ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais il est utile socialement. Et ceux qui cherchent à les capter comme ça, des citoyens qui sinon iraient tout à fait ailleurs, tout à fait en dehors du champ du journalisme, peuvent légitimement être critiqués, mais il y a matière à débat quand même, et on ne peut pas balayer ça d'un revers de manche, à mon avis. J'ai essayé vraiment de défendre quelque chose que moi je ne regarde pas du tout. Bonsoir. C'est une question pour Monsieur Fotorino. En fait, c'est par rapport au 1. Il y a une disposition un petit peu particulière, en tout cas j'ai trouvé. Est-ce que c'est un clin d'œil au fait que ça s'appelle le 1 et que du coup il y a une seule page, ou est-ce que vous pensez que ça peut aider la lecture et ça peut vraiment apporter quelque chose? Parce que c'est vrai qu'à première vue c'est quand même assez déstabilisant, on ne sait pas trop par où le prendre. Oui, vous avez raison, c'est un origami, c'est un dépliage. Mais en fait, ce n'est pas un gadget. C'est-à-dire que lorsqu'on a réfléchi
un nouveau journal. On s'est demandé ce qu'on voulait faire. Et on voulait, alors se décentrer, ça me plaît bien comme idée. On voulait ne pas traiter 3, 4, 5 sujets, même pas 3, même pas 2, mais un seul thème. Et ce thème, on a voulu l'envisager sous différents angles, différents regards, en associant le sensible des artistes, des écrivains, des poètes, etc., des dessinateurs, et puis j'allais dire le regard expert, savant, sachant d'un certain nombre de spécialistes des sciences humaines, ou même quelquefois des sciences dures d'ailleurs, et rassembler ces regards. Et pour nous, justement, il y a eu une question tout à l'heure sur le fond et la forme. Moi, j'ai dit la forme, parce qu'on dit quelquefois la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Il fallait donner une forme d'objet. Pour moi, il me semblait qu'il fallait redonner une valeur au contenant pour que le contenu reprenne une forme, une valeur. Et donc, l'idée, c'était de scander la lecture et de ne pas la scander avec des pages qui sont toutes sur le même niveau, mais précisément, le dépliage répondait à cette idée d'avoir 3 moments de lecture, 3 formats en un, et de pouvoir à la fois avoir des papiers courts et des papiers très longs. Dans le poster, quand vous l'ouvrez, vous pouvez avoir un papier de 30 000 signes, c'est-à-dire que vous ne voyez même plus de papier comme ça, sauf dans 21. Et avoir cette possibilité de publier des grandes cartes, des grandes images, des œuvres, ou de grands textes, de grands reportages, de grandes enquêtes. Et si vous voulez, pour nous, le fait qu'effectivement, c'est déconcertant. Et on a fait une étude auprès des lecteurs, acheteurs au numéro et abonnés avant l'été, dont on a eu les résultats récemment. Et on a posé une question sur le pliage. Et vous savez qu'en latin, d'ailleurs, la traduction latine du verbe expliquer, c'est deplicare. Donc on déplie le savoir. Quand on déplie le savoir, on explique. Il y a des textes très savants de Gilles Deleuze là-dessus, sur le dépliage du savoir, comme notre cerveau est fait avec des plis, et bien on déplie. Et nos lecteurs, à 95%, ont plébiscité le pliage. On leur dit, est-ce que c'est vrai que c'est pas commode, etc., dans le métro. Mais finalement, ce n'est que du papier. Vous pouvez refaire du A4 quand vous voulez. Et ça donne une singularité au 1. Et en même temps, c'est vraiment un parcours de lecture que permet le pliage. Voilà. Donc pour nous, effectivement, après passer le côté un peu déstabilisant, comme vous dites à juste titre, on voit qu'on s'y habitue. Et je pense que si le 1 est encore là aujourd'hui, après plus de 120 numéros, c'est bien sûr les contenus, c'est bien sûr le fait qu'il a répondu à une attente informulée, parce que là, toujours la difficulté quand vous créez quelque chose, quand vous créez un journal encore plus, c'est de savoir comment vous répondez à une attente à une question qui ne vous a pas été posée. Et en même temps, la forme, l'a identifié fortement comme quelque chose il y a une sorte d'harmonie, de synthèse entre ce que la forme et le fond disent en même temps. Voilà. Bonsoir. Moi, ma question est plus sur le journalisme. On a constaté qu'un enfant syrien noyé sur une plage avait fait la une de tous les journaux. Et quelques semaines après, une fillette écrasée dans un attentat a scandalisé tout le monde. Alors ma question, c'est où est la limite et que doit-on montrer ? Le soir des derniers attentats, vous avez vu, il y avait eu un débat assez fort et qui ensuite a donné lieu à d'autres débats entre un journaliste de Télérama et Julian Assange. Puisque Wikileaks avait décidé de montrer des photos qui étaient assez peu montrées dans les médias français. Moi, je pense que c'est très difficile de vous faire une réponse, qu'il ne faut pas montrer des réalités seulement aseptisées, que si on ne montre pas du tout, si on ne... heureusement que, vous parliez des journaux de 20 heures, qu'aux 20 heures, les images les pires ne sont jamais montrées. Mais qu'en même temps, je ne crois pas qu'il faille seulement montrer l'horreur par une poupée sur un trottoir. Et qu'entre les deux, il faut aller trouver la frontière pour montrer la réalité sans être dans le fait d'infliger à chacun les pires horreurs. Et je veux dire que moi-même, je n'ai jamais regardé les vidéos de décapitation, y compris de journalistes
en Syrie et que je ne m'inflige pas de telles images. Je pense pour être bien dans la vie, il faut aussi savoir ne pas voir ça. Mais là, par exemple, alors Wikileaks, dont je ne considère pas que c'est du journalisme du tout, mais je ne considère pas que ce qu'ils avaient fait, à savoir montrer les images du camion, dépassait absolument les limites de l'indécence. Moi, je comprends aussi qu'on a envie de voir ces images pour voir ce que c'est qu'un attentat. Mais c'est une opinion personnelle, je dirais. Alors, bien sûr, c'est une question difficile. Je me la suis posée, moi, quand j'ai vu la photo à la une du Monde, et je me suis dit, est-ce que j'aurais fait ça? Est-ce qu'on aurait décidé de publier cette photo à la une du journal? J'avais eu une question un peu similaire à me poser, là, pour le coup. Je m'occupais du journal, non pas sur des photos, mais sur des dessins et sur les caricatures de Mahomet, des dessinateurs danois, et j'avais refusé de les publier à la une. Et on les avait publiés quelques jours plus tard, à l'intérieur des pages, avec des commentaires, des explications, parce que je considérais que la responsabilité, en l'occurrence, c'était de faire attention au fait que de publier ces dessins lorsqu'on était à Paris, j'allais dire tranquillement à l'époque, on n'imaginait pas qu'une rédaction pouvait être décimée, on pouvait faire aussi courir beaucoup de risques à des correspondants, à des journalistes qui étaient dans des pays, en l'occurrence dans des pays musulmans. Et donc la question s'était posée. Pour cette photo qu'on a tous vue effectivement de cet enfant, j'ai le sentiment que je ne l'aurais pas publiée parce qu'elle avait pour moi quelque chose de très dérangeant dans la mesure où elle était quasiment esthétisante. C'était une photo terrible, et bien sûr on l'a tous à l'esprit, mais elle ressemblait à la photo d'un petit garçon apprêté pour aller à l'école avec ses petites chaussures, son short, sa chemise, etc. Donc il y avait quelque chose dans cette photo qui a fait que pendant un temps, je me suis même demandé si elle n'était pas une sorte de montage, ou en tout cas qu'elle n'avait pas été un peu fabriquée. Je ne crois pas que ça a été le cas, mais c'est une question que je me suis posée, parce qu'on voyait un adulte à côté, on voyait un garde frontière, je pense, qui était debout et qui avait l'air de parler dans son téléphone, et on avait donc laissé cet enfant-là. Est-ce qu'il venait de le découvrir, ou est-ce qu'il était là, il s'était rapproché? Donc j'ai toujours eu autour de cette photo un malaise lié à son statut. Maintenant, est-ce qu'il faut montrer les photos, les images les plus dures? Je me souviens, j'ai appris, comme beaucoup d'entre nous, que la guerre du Vietnam, si elle s'est arrêtée à un moment donné, si elle a fini par s'arrêter, l'image à la télévision américaine des boys, des Marines qui se faisaient tuer dans les rizières a eu un impact sur l'opinion américaine et sur l'opinion mondiale. Donc c'est vrai qu'il y a quelques jours, vous vous souvenez que Facebook a censuré une photo très connue de cette jeune fille qui fuit après un bombardement au napalm, et qui est une des grandes photos qui a même eu un prix qui doit être le prix Pulitzer, ou je ne sais pas quel prix elle a eu, mais enfin un prix très important. Et donc c'était choquant qu'au nom de la nudité interdite dans les règles de Facebook, en tout cas à San Francisco aux États-Unis, eh bien on censure cette photo qui était pour nous une sorte d'icône de l'information telle qu'elle doit exister, même si elle est dure, même si elle n'est pas regardable. Donc, si vous voulez, moi je crois que c'est un cas d'espèce. Moi je pense que si j'avais considéré que cette photo, elle pouvait saisir l'opinion dans le bon sens, alors oui, il fallait la publier. Mais il me semble que cette photo n'a rien changé dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois cet élan en disant oui, c'est terrible, ce qui se passe chez ces réfugiés syriens qui meurent en Méditerranée, etc. Mais ça, on le sait depuis des années, c'est pas nouveau. Et on pouvait espérer peut-être qu'une photo allait changer quelque chose dans l'opinion. Et je vois au contraire que ce soit des dirigeants européens, et d'un certain nombre de dirigeants européens, je ne parle pas d'Angela Merkel, mais qui payent très cher justement sa politique vis-à-vis des migrants, eh bien, on voit bien que rien n'a bougé, ça n'a pas fait bouger les lignes. Donc c'est intéressant de se dire qu'une photo aussi forte, aussi saisissante, finalement n'a pas eu d'impact, et ça repose avec d'autant plus d'acuité la question, est-ce qu'il fallait la publier? Est-ce qu'il fallait en faire une manchette, une une, ou est-ce qu'il fallait, j'allais dire non pas la banaliser, mais l'installer dans un système éditorial, dans un développement éditorial, d'explication, etc. Donc pour moi la question reste ouverte. C'est vrai que comme Christophe, je ne peux pas dire j'ai une réponse absolue. Mais en tout cas, moi, pour les raisons que je vous ai dit, j'avais un doute autour de cette photo.
et de ce qu'elle véhiculait. J'ai craint une mise en scène. Vous vous souvenez peut-être, enfin vous êtes jeune, mais lorsque à la fin de Ceausescu, il y a eu cette mise en scène à Timișoara d'un charnier, soi-disant charnier, alors c'était des gens en fait qui étaient morts depuis des semaines et qui avaient été opérés dans des hôpitaux et qui étaient morts, donc ça on avait truqué, c'était pas une photo truquée, mais il n'y avait pas la bonne légende. Moi j'ai appris la méfiance sur la photo, voilà. Bonsoir. Ma question, elle rejoint un peu la précédente, mais c'est aujourd'hui, quelle est la place du journaliste en 2016 quand on voit qu'on a d'une part une surinformation, une surabondance de l'information avec Twitter qui montre tout pendant un attentat par exemple, et d'autre part des journaux qui décident de censurer des noms de terroristes et leurs photos pour justement éviter de nourrir ce buzz et de leur donner une certaine notoriété. Quelle est la place du journaliste au milieu de tout ça ? Alors, il est clair que sur les événements, aujourd'hui, chacun avec son smartphone peut, via toutes les applications, diffuser ce qu'il voit. Et donc, les journalistes ont absolument perdu leur monopole sur la couverture de l'événementiel. Mais sur l'ensemble du champ de l'information, si vous regardez bien, des informations pertinentes pour savoir ce qui se passe dans tel pays, dans tel groupe social, dans telle entreprise, l'immense majorité des informations auxquelles vous pouvez faire confiance, elles viennent de journalistes des grandes agences de presse, AFP, Associated Press, Reuters, ou des différents journaux. Alors avec parfois, et on parlait tout à l'heure de la rapidité, c'est vrai qu'il suffit qu'un journaliste quelque part ait diffusé une information pour que ça soit porté. Par exemple, un journaliste sud-coréen, bien ou mal informé par les services de renseignement de son pays, pour peu que ce soit, il y a eu un papier très intéressant, je crois, dans Le Monde ces derniers jours, pour peu que ce soit pour dire que les Nord-Coréens jettent aux chiens, je ne sais pas, que le président, il est quoi, secrétaire général du Parti communiste, jette au chien un membre de sa famille, c'est aussitôt repris partout, donc il y a des espèces d'emballements et où certains journalistes ne sont que le relais d'autres auxquels on ne peut pas nécessairement faire confiance. Mais quel que soit le véhicule, Twitter, enfin des réseaux sociaux, des médias, quand même l'essentiel des informations auxquelles vous-même sans doute vous faites confiance, elles viennent de journalistes. Alors aujourd'hui, on a essentiellement parlé de la France. Et aujourd'hui, on est quand même dans une mondialisation qui est très grande. Pendant longtemps, il n'y a pas eu au fond de mondialisation de l'information. Il y avait un peu une mondialisation de la détention capitalistique des médias. Il y avait des grands groupes transnationaux. Mais le fonctionnement médiatique restait très national. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut reprocher aux journalistes, comme aux fonctionnaires, de n'avoir pas perçu certains effets de la mondialisation. Un journaliste français était protégé, n'était pas concurrencé par un journaliste chinois, à moindre coût. Mais aujourd'hui, grâce à la baisse des coûts de diffusion, des groupes plus ou moins bien intentionnés et trop souvent mal intentionnés diffusent des informations dans de multiples langues. Regardez, peut-être certains d'entre vous vont lire les informations de Russia Today en français, RT. Il m'est arrivé le soir du putsch en Turquie, j'ai suivi sur Russia Today parce que c'était plus, y compris en français, enfin en français et en anglais, c'était plus rapide que sur les autres sites. Mais ces informations quand même extrêmement frelatées avec un programme politique consistant quand même à déstabiliser. Les Turcs viennent de mettre en place une chaîne internationale en anglais. Je rencontrais la semaine dernière une ancienne journaliste de France 24 qui avait participé à la création de ce groupe et qui me disait que tous ceux qui avaient commencé en étaient partis dégoûtés en disant quoi qu'on en pense, c'est pas simplement des différences culturelles. Cette chaîne turque, ça n'est pas France 24 en termes de liberté, d'indépendance. C'est les Chinois qui ont CCTV dans de multiples langues, qui essaient de pousser notamment en Afrique, qui financent aussi des écoles de journalisme. Et donc, on est entré dans une nouvelle guerre de l'information extrêmement mondialisée. Et puis, autre chose qui s'est mondialisée, c'est l'intimidation, c'est la menace. C'est que Charlie Hebdo, autrefois, pouvait s'adresser à ses lecteurs et faire des blagues que ses lecteurs comprenaient, et faire un dessin sur le petit Elan échoué sur sa plage en mettant si près du but avec un McDo au fond. Le lectorat de Charlie Hebdo comprenait que c'était de l'humour. Mais aujourd'hui, au bout du monde, il y a des fous furieux qui envoient, après le 7 janvier, qui envoient des ribambelles de menaces de mort à Charlie Hebdo. Et c'est très récurrent. C'était le cas d'ailleurs aussi après un dessin sur l'avion russe qui avait explosé au-dessus du Sinaï.
Et avec en plus une intimidation de l'ordre de menace de mort et puis des intimidations du Kremlin qui se rajoutaient. Même nous, à Reporters sans frontières, on fait gaffe. On a retiré notre adresse partout parce que comme on s'exprime beaucoup sur des chaînes arabes, Al Jazeera, Al Arabiya, qui sont vues au Yémen, en Arabie Saoudite, en Syrie, et ben on se dit qu'un jour, il peut y avoir un connard qui viendra se venger. Et donc ça fait peser aussi un risque sur les journalistes. Tu parlais du Jyllands-Posten, du journal danois qui avait publié les caricatures il y a 10 ans. Il y a eu 10 ans d'autocensure au Danemark. J'ai assisté l'autre jour à une scène incroyable à Paris, près de la place de la Concorde, au siège du Défenseur des droits, où la médaille de la Légion d'honneur était remise à Flemming Rose, l'ancien rédacteur en chef du service culture. Il y avait 13 personnes j'ai jamais vu une remise de médaille comme ça, c'était Jacques Toubon qui la remettait. Il y avait 13 personnes dans la salle et dans la cour, il y avait plus de gardes du corps que de gens qui assistaient. Et puis je vous passe sur le moment où il y a un serveur qui a fait tomber son plateau et où là, les flingues sont sortis partout. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'était malheureusement la dernière question. Il va falloir qu'on s'arrête là. Et il m'a semblé comprendre que Monsieur Deloire, vous vouliez conclure. Donc, on va vous laisser quelques instants. Oui, non, je voulais juste dire un mot. D'abord, statistiquement, sans doute, certains d'entre vous ont envie de devenir journaliste. Je pense que ça vaut toujours la peine. En tout cas, ne vous résignez pas avant d'avoir entrepris. Moi, de tous les jours où j'ai fait du journalisme, je me suis dit que si j'étais rentier, même si j'ai pas besoin de gagner de l'argent, je ferais ça tellement c'était passionnant. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous êtes... enfin non, je ne vais pas dire que vous êtes ici à l'ECP, c'est vraiment phrase complètement con. Mais vous rêvez peut-être de travailler dans des grandes multinationales. Ben, en France, on a des ONG multinationales, des très grandes. Les MSF, les Médecins du Monde, qui sont des très grandes organisations. Vous en avez des plus petites. RSF, c'est une plus petite organisation. Mais on a beau être une toute petite organisation, on a des correspondants dans 130 pays, on a des bureaux dans 12 villes dans le monde, on en ouvre un nouveau demain à Londres. On en a créé un il y a 1 an à Rio. Là, on va en ouvrir un à Hong Kong. On a des gens qui sont parfois très jeunes, qui ont des profils plutôt défenseurs des droits de l'homme, mais qui font des choses parfois extraordinaires. On se développe énormément en ce moment aux États-Unis. On a une jeune femme qui dirige notre bureau et qui va négocier à la Maison-Blanche, au National Security Council, qui est devenue la meilleure amie de tous les plus grands journalistes américains et rédacteurs en chef des grands journaux. On peut, y compris en début de carrière, dans les ONG, faire des choses tout à fait passionnante. Et moi, en tant que patron d'ONG, je peux vous dire, si vous envoyez votre CV, je le regarderai, parce qu'on a besoin de CV comme les vôtres.